Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer un être facilement reconnaissable car il arbore toujours un magnifique nœud papillon. Il est d'une élégance, il est face à moi, il est beau, toujours chic. Armé d'une volonté d'en faire, d'envie animée par son immense passion pour l'audiovisuel, mais pas que. Animateur radio, puis animateur télé, mon invité du jour est même devenu producteur avec Deluxe Productions. J'ai le plaisir de recevoir un jeune homme singulier qui a très vite trouvé son ton, qui se passionne pour des personnalités peu communes, comme une rencontre dont il nous parlera avec Geneviève de Fontenay, qu'il nommait sa marraine il y a quelques années. Investi par une quête de vérité constante, il a osé se confier récemment sur sa propre histoire, lui qui interviewe et fait dire les choses qu'on ne dit jamais. J'ai l'immense plaisir de recevoir le joyeux et talentueux Jordan Deluxe. Oh là, mais qu'est-ce que c'est gentil tout ça, merci beaucoup. Ah Mais bah c'est alors, vrai. c'est touchant. Bah alors là, je vais vous dire que des gentilles choses. Je vais jamais vous demander votre salaire du coup si vous me posez des questions comme ça, si gentilles. Ça va Soledad? Ça va très bien Jordan, je suis tellement heureuse de te voir ici. Ça fait quelques années qu'on se connaît. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce mois de juin 2023 ? Ah bah oui, moi je suis content parce que je suis arrivé à ce que je voulais, donc c'est-à-dire être heureux avec mon métier et quelque part, c'est vrai, je dis souvent ce terme, se venger quelque part de son enfance quand ça a été difficile. C'est vrai qu'on essaye de faire des choses pour avancer et puis essayer de venger ce qui a été difficile, surmonter ces épreuves. Et c'est vrai que moi, ça a été ma façon à moi de le faire, avec notamment toutes ces rencontres dans ma vie et ce à quoi aujourd'hui je suis arrivé, c'est-à-dire avoir ma propre émission de télé, inviter des gens que j'aime et leur poser des questions singulières. Ça me fait très plaisir cette présentation parce qu'en effet, c'est ce que j'essaie de faire, des choses singulières. C'est aussi pour ça qu'il y a un nœud papillon, qu'il y a un espèce de personnage qui n'est pas vraiment loin de Jordan Guinel, le Jordan Deluxe, voilà l'alias, on va dire. Donc voilà, non, je suis super content d'être là. Et en effet, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était en 2004, 2005. Ouais, exactement. Et je venais de Tu venais commencer d'arriver. et j'avais plein de questionnements dans les yeux. Je me posais plein de questions. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelques réponses. Donc je suis content de pouvoir venir en parler ici avec toi. Tu venais d'arriver fraîchement de Bretagne, c'est là où tu as grandi. Raconte-nous un peu quel genre d'enfance tu as eu, quel genre de parents, est-ce qu'ils étaient artistes ? Ah, oh là, pas du tout artiste, les parents. Ma mère est informaticienne. Mon père tenait une déchetterie. Donc, alors, j'en parle souvent, c'était pas facile. À l'école, notamment, je trouvais toujours des combines pour pas dire ce qu'il faisait. Je disais, il travaille dans les espaces verts. Oui, oui. Sauf qu'un jour, il y a un élève qui a été, voilà, avec son père déposé, je sais plus, des ordinateurs, des vieux trucs. Et il fait, mais c'est marrant. J'ai l'impression que c'était ton père qui était venu te chercher à l'école la dernière fois. J'ai cru le voir à la déchetterie à côté. Je fais ah oui, peut-être qu'il a fait un remplacement aujourd'hui. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est l'enfant donc plutôt assez drôle. Un père très singulier, lui aussi, très fantasque dans son monde, un petit peu à part. Et puis une maman très aimante, très douce. Très voire trop protectrice, qui a toujours très peur pour son fils, voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai jamais parlé de toutes ces histoires de harcèlement. Et c'est vrai que j'ai essayé de la mettre à l'écart de tout ça parce que j'avais trop peur qu'elle le prenne. Tu ne lui en avais pas parlé ? Non, je n'en avais pas du tout parlé. Donc enfance très heureuse avec la famille, franchement très très heureuse. Dans la campagne, dans une petite ville qui s'appelle Romillet, beaucoup de bons moments avec mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que ça a été une enfance un peu compliquée au niveau, en effet, du passage, au niveau de tout ce que je suis parti d'un collège assez aimant où j'avais déjà redoublé, je crois, 2 fois. Donc c'est vous dire le niveau. Tu étais bon élève ? Ah, j'étais très bon élève, oui. Quand tu redoubles 2 fois, c'est que je suis 2 fois, je crois. Ouais. Et après, il s'est trouvé un truc un peu étonnant, c'est que
donc je suis passé dans ce lycée, qui était un lycée à Rennes, et c'est vrai que je me mettais beaucoup en veste de costume, tout ça. Puis en fait, c'est vrai que moi j'étais Déjà? ouais, j'aimais bien mettre des petites vestes de costume, des Ok. blazers, tout ça. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé dans ce lycée, je me suis dit, bah, je vais continuer à le faire. Et puis c'était aussi pour moi, c'était Rennes, quoi. Parce que Rennes, pour moi, c'était hyper classe. Vraiment, je suis un enfant de la campagne, quoi. Donc Hmm. je me suis dit, bon, c'est classe, je vais y aller en classe. Sauf que bon, bah, personne n'avait de veste en blazer, tout ça. Et voilà, c'était des enfants qui étaient plutôt en baggy, tu sais, cette mode du baggy, tout ça. Hmm. Et c'est vrai que ça a été l'horreur, quoi. J'en parle souvent, c'était très compliqué à Tu vivre en ça. as parlé récemment. Alors, puisqu'on lance le sujet de cet harcèlement, moi, ce que j'aime chez toi, c'est cette singularité avec laquelle tu es arrivé ici à Paris en 2004. Sans le savoir peut-être, mais tu avais déjà ton ton. Et quand tu dis je me suis vengée de mon enfance, souvent ici quand je reçois des invités, cette souffrance d'enfant, ça apporte un éveil spirituel et même professionnel. Raconte-nous ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais d'harcèlement, tu en as parlé à l'antenne récemment. C'était très émouvant, ça a été extrêmement relayé, et émouvant parce que surprenant. Ouais, bah, On s'attendait pas à ça. j'ai mis un peu de temps avant d'en parler. J'en avais parlé succinctement il y a quelques années, mais bon, j'avais pas d'émission vraiment télé, tout ça, donc ça fait pas d'écho. Et c'est une vérité. C'est vrai que souvent les gens me disent c'est bien, c'est que vous faites de la télé, vous pouvez porter cette cause. Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que dès qu'on est dans les médias, dès qu'on dit un truc, ça va beaucoup plus vite. Je vois la différence quand j'ai dit ça il y a quelques années où tout le monde s'en foutait un petit peu. Et maintenant, forcément, parce que bon, bah, il y a un personnage et parce que les gens me connaissent plus. Après, c'est Tu as normal. une Hein, notoriété que tu mets au service d'une cause. C'est ça qui est intéressant. donc voilà. Non, alors l'histoire est assez simple. Donc je suis arrivé dans ce fameux lycée et ça s'est mal passé parce que très vite j'ai été mis à l'écart. La différence. Après, moi, j'étais un petit peu dans mon monde aussi. Et puis, je me sentais différent. Alors, le harcèlement, c'est particulier parce que c'est étonnamment très organisé. C'est-à-dire que il y a des groupes qui se forment et qui se relaient pour te harceler. Donc c'est un truc de ouf, quoi. C'est comme une entreprise. Hein. Tu avais quel âge? Je savais même pas dire, je suis très mauvais en date, mais en tout cas, c'était, je devais avoir, je sais pas, moi, 13-14 ans, à ouais, l'adolescence. ouais, adolescence, un truc comme ça, ouais. Donc ça a été vraiment compliqué à gérer. Parce que donc, tous les jours, j'allais au lycée et on me disait, ah, tu sers à rien. Alors, je veux dire, tous les jours, on te sort. Les enfants te disaient Ouais, ça. ouais, toi, tu sers à rien, tu sers à rien. Les trucs des cartables, donc on te met des coups de craie dans les cartables, tu vois, tu reviens, t'as un cartable qui est bourré de craie, tu es là, tu te dis, mais c'est quoi toutes ces conneries, quoi? Pourquoi on te fait ça? Puis alors, ils t'expliquent pas, tu vois, c'est juste quand c'est à toi de parler, tout le monde se fout de ta gueule. Bon, tes trucs, un des trucs que je raconte souvent qui était le plus dur, c'était, je me rappelle, c'était le midi. Parce que le midi, il fallait manger, et mon angoisse ultime, c'était mais alors, mais c'est un truc de ouf quand je vous en parle, parce que ça me rappelle des souvenirs de fou. C'était de pas manger tout seul. Parce que je me disais, c'est la honte de manger tout seul. Et c'est marrant parce que vous allez comprendre après, mais c'est encore des répercussions aujourd'hui sur qui je suis et ce que je fais le midi. Et à chaque fois, j'avais trouvé une combine, c'est-à-dire que je m'alliais avec l'ennemi, c'est-à-dire que ceux qui me détestaient et tout, j'arrive à trouver des combines, c'est-à-dire que je leur disais, bah, écoute, si tu veux, je te donne un dessert. Vous savez, c'est très particulier. À l'école, on a un dessert, un fromage, self-service, le self-service, tac. T'as droit qu'à un, t'as pas droit à deux. Et donc, du coup, je filais un dessert. Je vendais, en fait, je donnais ma bouffe et ça me permettait d'être avec eux. Vous vous rendez compte, l'humiliation, quoi, pour un enfant. En plus, moi, j'adorais bouffer. C'est de donner un dessert à quelqu'un avec l'ennemi, hein, pour juste être à côté de lui. Et encore, j'avais juste un bout de table, tu vois. Et dès qu'ils avaient fini, ils se barraient, ils me laissaient. Et c'est marrant, j'ai jamais dit ça. Je me dépêchais de manger à une vitesse folle. Parce que j'avais... Eux, en général, ils allaient très vite aussi. Et j'avais une peur folle, c'était de comment dire... d'être tout seul, quoi. Parce que je me disais, là, c'est la honte, quoi. Tout seul. À la rigueur, je me dis, je vais réussir à faire passer l'histoire dans la cour et tout. Parce que je me promenais, j'allais dans des coins, tout ça. Et il y a eu plein d'événements comme ça qui m'ont un peu marqué. Genre le téléphone portable, je faisais croire que j'étais avec quelqu'un au téléphone, je me souviens. Parce que je me disais, bon, tu vois, ça va faire croire genre que j'ai un ami. Parce que j'étais vraiment tellement seul. Et je me souviens d'un jour où il y a un élève qui m'a appelé, qui a eu un doute. Il m'a appelé en même temps. Et là, j'étais au téléphone, et je faisais croire, évidemment. Et j'entends dans mon oreille la sonnerie. Et je vois tout le monde qui me regarde. Ce moment, mais terrible, où tu te dis, ils ont compris que depuis des semaines... parce que tu t'es perdu, tu sais pas quoi faire. Ça a duré combien d'années? Ça a duré au moins je sais pas, 3 ans, je sais pas, au moins, ouais. Ça a été dur. Et sur le tu ne sers à rien, j'aimerais dire une chose, c'est que donc on te le dit tous les jours, et à force de te dire une chose, c'est comme, tu vois, un lavage de cerveau. Au bout d'un moment de temps, un matin, tu te réveilles et tu te dis...
et à quoi je sers. Et alors, quand vous vous posez cette question, c'est pas bon du tout. Hein. Alors, quand vous posez cette question, vous dites là, c'est pas bon. Hein. Et tu te dis, est-ce que, franchement, tu te dis, il y a encore combien d'années à tenir là-dedans? Ça va être encore pire l'année prochaine. Franchement, est-ce que ça sert encore à quelque chose de vivre? Franchement. Hein. Est-ce que tu pouvais en parler à quelqu'un? Tu en as parlé à tes parents? Non, j'en ai parlé à personne parce que quand on parle aux parents, il se passe l'effet inverse. En fait, j'avais testé avec un professeur, le CPE, d'en parler. Et alors, je vais vous dire, ça a été, mais alors, x4. C'est-à-dire qu'ils ont eu la bonne idée de faire venir une demi-heure après un cours. Et j'ai appris après que, en fait, ils avaient dit à toute la classe, Jordan va pas bien, il a été voir le CPE, donc voilà, il faut faire attention à lui et tout. Oh bah ça a fait ça a été encore pire. C'est ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que les professeurs ne sont pas préparés et ils ne savent pas faire, ils ne savent pas écouter et ils ne savent pas dialoguer avec les enfants. Non. Moi j'ai essayé de parler avec quelques profs, mais bon, il reste 5 minutes, puis après ils vont à l'autre classe. C'est-à-dire que ce que je disais sur l'heure des pros, sur CNews, c'est qu'il faudrait vraiment quelqu'un qui soit une personne. Nom de Dieu, c'est quand même pas dur de mettre, l'éducation nationale peut mettre en place une personne par lycée, une personne, un psychologue qui fait attention à ça. On n'est pas sur les petites histoires, enfin je veux dire, il y a des enfants qui se pendent, quoi, qui prennent la corde, qui se foutent en l'air. On pense tout simplement à l'INSEE qui s'est suicidé à 13 ans, mais tant d'autres. Mais oui. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais comment dire, c'est des enfants qui avaient plus de solution et tout. Et moi, j'aimerais dire quand même à ces enfants et aux parents, s'ils écoutent un jour ce podcast, ayant été un enfant harcelé, ayant pensé au suicide, que ces enfants ont eu beaucoup de courage de passer à l'acte. Parce qu'il en faut hein, une paire de couilles pour faire ça, hein, pour prendre une corde et se foutre en l'air, sincèrement. Hein. Moi qui pensais à la façon de me supprimer, et j'en parle, c'est important, quand vous pensez à ça, il faut avoir du courage, hein, parce que c'est pas facile, hein. Ce sont des héros, hein, parce qu'ils ont subi tout ça, et puis ils ont décidé de partir, parce que ils en pouvaient plus. Et j'ai beaucoup de respect pour ces enfants qui sont partis, parce que c'est pas facile. Et voilà, quoi. Et moi, mon truc, ça a été de me trouver... Alors justement, pendant ces années, scolairement, comment ça se passait pour toi ? Bah du coup, je me suis foutu dans la... C'est-à-dire que le soir, je rentrais à la maison et puis j'ai regardé des émissions que j'avais enregistrées sur mon magnétoscope. C'est-à-dire, il y avait Vie privée, vie publique avec Mireille Dumas. Donc, c'était des vies d'artistes. Donc, ça m'intéressait, ça me fascinait. Il y avait les émissions de Jean-Marc Morandini que j'adorais regarder parce qu'il recevait sur Direct 8 son plateau. Je sais pas si tu te rappelles. Donc, tu le regardais déjà. Je regardais, puis j'avais envie de connaître ces gens, d'être avec eux, tu vois. Je me disais, bah, ça c'est mon échappatoire, tu vois. Et il y avait l'émission de Marc-Olivier Fogel que j'adorais aussi. Les émissions de Laurent Ruquier, j'aimais beaucoup. Enfin, tout ça, je regardais et j'étais fasciné. Il n'y avait pas encore trop Cyril. Cyril, c'est arrivé après, Hanouna. Mais voilà, c'était. Et je me suis foutu là-dedans. Je me suis dit, bon, bah. Et tu vois, quand ça allait pas, le soir, je rentrais, je regardais mes cassettes et j'étais content. Je me disais, un jour, j'irai interviewer cette personne, machin. J'avais plein de questions que je me posais sur eux. Je me disais, bah, je ferais comme Marc-Olivier Fogel. Moi, je poserais des questions. Je ferais quand genre. Incroyable. Et je me suis foutu là-dedans et ça m'a sauvé. Ah, vraiment, ça m'a sauvé parce que. Ah, je suis parti ailleurs. Tu t'es évadé dans une imagination. Je me suis dit, c'est mon but, c'est aller là-bas, à Paris. Et voilà. Et j'ai plus que ça en tête. Voilà. Et j'ai fait vite comprendre à ma mère et c'est ce que j'ai fait. Et ils étaient OK. Bah, ma mère, au début, en fait, c'était la moins d'accord et au final, c'est celle qui m'a le plus aidé parce que c'est elle qui m'a dit, bon, allez, je vais te payer une école. Alors voilà, et là, tu montes à Paris. Alors là, je monte à Paris, en fait, sur une histoire assez drôle. C'était avec Laurent Baffy. Il y avait une émission qui s'appelait C'est quoi ce bordel à l'époque où on devait chanter pendant 1 heure une chanson. C'était très, très drôle. Et donc, du coup, lui, il reprenait l'antenne de temps en temps. Et donc, tu te retrouvais en train de chanter. Et c'est là qu'il déterminait si tu avais à gagner ou pas un téléphone portable. Et je me souviens très bien, c'était le LG de Chocolat qui venait de sortir. Alors, je me souviens toute ma vie. Et donc, du coup, j'appelle parce que j'entends l'émission qui cherche des auditeurs et tout. Et le mec me fait, bah, c'est bon, vous allez passer dans une demi-heure. Je me dis, c'est pas possible. Là, je me dis, mais l'accès à l'impossible, quoi. Parce que c'est vrai, quand on est en campagne et tout, c'est impossible de passer à la radio. Pour nous, c'est sincèrement inaccessible. Bah ouais, quand on connaît pas tout ça. Et donc, j'appelle. Et donc, pendant 1 heure, je fais l'émission et tout. Et à la fin de l'émission, Laurent Baffy m'explique que j'ai perdu le portable. Parce que j'ai mal chanté ou je ne sais quoi. Et alors là, j'étais là, je fais merde, quoi. Comment je peux m'en sortir? Je sais con, c'est ma seule. Puis vous vous rendrez compte, j'étais à fond entre les histoires d'harcèlement et tout. J'étais là, je fais, mais c'est ma porte de sortie. C'est ma porte de sortie. Et donc, je sais pas ce qu'il me prend. Je dis à Baffy, je dis, bah écoute, soit tu m'envoies le téléphone, ou soit je monte à Paris faire une chronique dans ton émission. Et puis il me dit, mais pourquoi je ferais ça? Je dis, bah de toute façon, je viendrai quand même. Même si tu me donnes pas de téléphone, même si tu me dis de pas venir. Et puis là, il fait, oh bah t'as qu'à venir la semaine prochaine si tu veux, hein, si t'as des couilles. Waouh! Alors là, je me dis génial, quoi. Donc je descends parce que j'étais en haut à l'époque dans ma chambre et moi je dis à ma mère, maman, je monte à Paris la semaine. Bon, ma mère qui se dit, mais il est fou, qu'est-ce qui se passe? En plus, je venais de chanter pendant 1 heure à tue-tête parce que c'était le concept de l'émission. Et donc, je prends mes billets
Je monte à Paris et j'arrive devant Europe 1. Et là, je me souviens toute une file de personnes qui attendaient. Ils ont des Baffy, il a vraiment des très gros fidèles, quoi, qui sont là à toutes les émissions et tout. Et puis ils me reconnaissent étonnamment. Ah, c'est marrant, c'est toi, mais c'est pas toi qui as appelé la semaine dernière. Je dis ah oui, comment vous savez? Bah parce qu'on te connaît pas, et puis on se doute bien parce que j'avais parlé 2 minutes, ils avaient reconnu ma voix. Et il va, il y a le patron qui arrive dans 2 minutes. Et je dis ah bon, d'accord. Et là, je me souviens de Laurent Baffy qui arrive avec son béret, je sais plus ce qu'il a exactement. Et je le vois, et moi je me dis bon allez, je tente ma chance, tu vois. Et je m'approche de lui, je fais Laurent, c'est moi la dernière fois que vous avez eu la semaine dernière au téléphone. Il me regarde, et il fait ah mais c'est très bien, mais je m'en fous complet. Je sais même pas pourquoi t'es venu. Là je me dis merde, j'ai la désillusion totale, j'ai baillant. Et ça je me suis dit ça va être dur la télé. Parce qu'on te dit au téléphone, ouais, t'as qu'à venir, machin et tout, si t'as des couilles, puis finalement tu viens, puis tout le monde s'en fout. Et j'avais préparé une petite chronique pour Julie d'Europe 1, Julie Leclerc. Et il y a un mec qui me fait, non mais t'inquiète, il est comme ça, Lolo, t'inquiète, viens avec nous. Donc je dis ok, je monte et tout, puis on commence l'émission. Dingue. Ouais. Il y a Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanov et le Patrick Pelou, l'urgentiste. Je m'en souviens très très bien de cette histoire. Toute l'émission se fait. Et à un moment dans l'émission, Laurent Baffy fait et au fait il y a un petit enculé qui est venu la semaine dernière, qui a appelé la semaine dernière. Oh je me dis putain c'est moi le petit enculé. Et qui voulait absolument faire une chronique ou je sais pas quoi. Bah il a qu'à venir et s'il est là machin et tout. Et il savait très bien que j'étais là. En fait ils avaient été dire que enfin voilà je pense qu'ils avaient dit mais il est là tu vois parce que lui il regarde pas trop le public. Enfin il le voit mais bon c'est un peu sombre et tout. Et alors là je me retrouve au milieu du plateau de Laurent Baffy avec deux fonds. Vous imaginez, mais c'est dingue. C'est un rêve, quoi. Mais tu t'étais entraîné, t'avais préparé ta chronique? Non, bah, j'avais fait une chronique, j'ai toujours à la maison, mais un truc à la con. C'était quoi le sujet? C'était un poème pour Julie d'Europe 1, une déclaration d'amour. Toujours cette espièglerie. Oui, je me suis dit, tiens, je vais essayer de la draguer. Fallait trouver un truc, quoi. C'est dur de faire une chronique, j'avais pas fait une chronique sur les tasses à thé, ou, je savais pas quoi faire. Et donc, je me lance, je fais le truc. Et l'émission se passe bien, je retourne dans le public. Et à la fin de l'émission, je me dis, je vais aller voir Laurent Baffy, je suis trop content, quoi. Je vais voir Laurent Baffy à la fin de l'émission et je fais à Laurent, merci beaucoup, enfin, je suis trop content. Et il me regarde et il me fait, franchement, c'était nul ce que t'as fait. Je lui dis, écoute, c'est pas grave. Et en vrai, ça m'avait pas fait de mal. Hein. Je m'étais dit, écoute, je suis tellement heureux d'être passé à l'antenne, d'avoir été à côté de Geneviève de Fontenay, tout ça. Je lui dis, mais merci quand même. Et là, il me regarde, il me prend dans ses bras et il me dit, je rigole, t'inquiète pas, tu feras quelque chose dans ce milieu un jour. Et il me fait, il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Je dis, la pute au chapeau, c'est qui celle-là? Et évidemment, je me retourne et c'est sa manière de parler de Geneviève de Fontenay. Sauf qu'évidemment, il la respecte énormément et c'est Laurent Baffy. Hein. Ouais. Et ils sont très proches tous les deux. Et donc, j'ai été voir Geneviève et elle me fait, oh, Dan, ça va, machin. Et il se trouve qu'on discute et elle me donne son numéro de téléphone. Et puis, dans la discussion, elle me dit, oh, bah, je vais être ta marraine de télé, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Oui, je vais t'aider, machin et tout. Et elle me donne son portable. Je rentre chez moi en Bretagne. Quelques semaines après, on m'appelle sur la direction d'Énergie 12 m'appelle, me dit Jordan, on aimerait te proposer un stage. Non mais ça paraît quand même complètement fou. Oui. Du fin fond de chez toi, tu réponds à un petit canular, machin, et tout s'ouvre. Tout s'ouvre, ouais. Et on m'appelle et on me dit, est-ce que tu veux être stagiaire? On cherche un stagiaire pour Cyprien et Maxime Muscat. C'était à l'époque une émission qui s'appelait le 12 Info sur Énergie 12. Et là, je leur dis, mais je pars tout de suite. Et je me rappelle, j'étais en train de faire un BEP vente. Je me suis tiré à une vitesse de la lumière. C'était quelque chose d'extraordinaire. Un BEP vente. Oh, ouais. On a reçu un artiste hier qui faisait BEP vente, etc. Vous avez souvent le même parcours, les artistes, et c'est tellement important et intéressant pour les jeunes qui subissent de l'harcèlement, qui se sentent singuliers, mis de côté. Cette singularité, cette différence, il faut l'éveiller parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et alors, continue, Énergie 12. Alors, je vais à Énergie 12 et puis pendant un an, j'ai travaillé avec ces deux loustiques-là. En tant que stagiaire. Ouais, c'était pas très bien passé avec Cyprien. Puis maintenant, je le dis parce que j'ai aucun problème. Et puis, il faut savoir aussi comment ça se passe. Et il m'a refait vivre quelques bribes de harcèlement. J'ai pas eu notamment un dîner de con dont je me souviendrai longtemps. Mais je pense qu'il pensait pas qu'un jour je ferais de la télé. Donc, mais je me souviens de repas pareil. Bah, c'est toujours le midi, hein, c'est terrible. Hein, où je me suis retrouvé avec eux deux. Et puis, mais toi, tu penses que tu vas faire de la télé plus tard? Bah, arrête, t'en feras jamais. Machin, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Ça te fait du mal. En plus, de la jalousie. Une star, ouais, c'était une star. Ça en est toujours une, mais bon, voilà. Donc ça m'a fait. Il m'a quand même. Mais voilà, il y a un dîner de con de ouf. Où je me suis retrouvé à une soirée avec lui. Enfin, les deux d'ailleurs. Il m'avait ramené un troisième mec et ils sont foutus de ma gueule toute la soirée. Donc, et je tiens à le dire parce que ça suffit, quoi. C'est bon. Pas c'est très bienveillant. Parfois, ça suffit, quoi. C'est pas parce que on c'est le les dit stars, souvent. On le dit souvent que parfois on est animé par une passion et il suffit d'une rencontre ou d'une personne un peu malveillante pour te déstabiliser. Ah bah toi, oui. ça t'a pas déstabilisé?
déstabilisé, Bah, t'as continué. je me suis tiré surtout. Ouais. Je me dis, bon, allez, c'est bon, quoi. De toute façon, ça se terminait. Il m'a mis une fois à l'antenne, il m'a dit, toi, je ne plus jamais à l'antenne, machin, non, non. Je dis, bon, bah, ok. Enfin, franchement, je t'ai jamais demandé à être à l'antenne. Enfin, ça, c'était un peu compliqué à la fin, je me souviens. Et puis, moi, je connaissais pas trop les réseaux sociaux. Et lui était sur YouTube et Hmm. Insta, tout ça. Moi, je connaissais pas trop. Et en fait, on me disait dehors, mais il fait des stories sur toi, tu t'imagines même pas. Je dis, ah bon, machin. Enfin, sous de ma gueule. Bon, écoute, après, c'est pas très très grave parce que ça m'a endurci tout ça. Mais Ça voilà, t'a il endurci en. et Voilà. ça parle bien de ta gentillesse et de ta pureté, de bienveillance. Non, mais c'est Bah très voilà, mais intéressant parce que bon. le succès que tu as aujourd'hui, ça se ressent dans tes interviews et je pense que c'est pour ça que les gens te parlent. Bah, On en pas parlera avoir tout été à l'heure. écouté quand j'étais petit, c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai tellement eu de temps où j'étais tout seul en me posant des questions que du coup, j'ai envie d'en savoir plus sur les autres maintenant et Hmm. découvrir les failles. Et souvent, il y a une faille d'enfance derrière les grands artistes. Et pour faire court sur la suite de comment dire, du truc, c'est que donc du coup, donc j'ai fait le Studec pendant 2 ans. Ma mère m'avait payé les études parce que pour faire ce stage chez Energy 12, il fallait bien faire partie d'une école. Et en fait, je suis parti après chez Energy 12, j'ai rencontré une fille qui connaissait bien le producteur donc de Mistral Productions, donc qui est la boîte de prod qui produisait Interville. Et ils Ouais. allaient produire les 50 ans d'Interville. Et là, ça va aller très vite parce que donc je vais rencontrer ce mec, le patron, et il me dit, Jordan, voilà, on va faire un stage chez Interville, tu vas venir avec nous. Je viens. Et il y avait des énormes mascottes et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup pipoter aussi en télé pour réussir à faire des choses. Il fallait avoir du bagou parce que ils me disent, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Et je dis, bah écoute, moi, je voulais récupérer les numéros de téléphone des personnalités. Et je dis, mais on pourrait faire des petites vidéos pour les 50 ans. Je pourrais poser des questions à Jean-Pierre Foucault et on pourrait le mettre par exemple dans une mascotte c'est des énormes castors, des trucs assez fous sur Interville. Et le mec il fait, ah oui, bien sûr. Je dis, mais par contre, j'ai pas la liste des numéros de téléphone. Moi, je veux bien les appeler, mais je les connais pas. Et donc là, on me donne le Graal. Petit C'est filou. un truc que je me sers toujours aujourd'hui. C'est donc la liste de tous les invités, de tous les présentateurs de France Télévisions. Il y avait tout le monde, Stéphane Bern, Jean-Pierre Foucault, et c'est un truc de ouf. Et donc là, je vais commencer, et mon premier, c'était Thierry Roland. Et c'est très intéressant cette histoire parce que donc je vais chez Thierry Roland, avenue de la Bourdonnais, juste à côté de la Tour Eiffel. Il y avait sa femme qui était là. Je me souviens, un énorme appartement. À l'époque, Thierry Roland est une star évidemment. Et il décédera quelques jours après. En plus, c'est assez étonnant cette histoire. Et donc j'arrive avec un énorme costume moustique et je dis à Thierry Roland, on fait la vidéo tous les deux, je me mets en moustique, vous aussi. Et puis vous dites bon anniversaire Interville, on fait un petit sketch. Et là, Thierry Roland me dit, ah non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas mettre un costume de moustique, c'est bon, je ne vais pas me ridiculiser dans les 50 ans d'Interville. Et là, je me dis, ils vont tous me faire le coup, un par un. Et alors là, je le regarde, je fais un peu comme à la belle-fille la dernière fois que j'avais dit, bah je vais venir. Je le regarde, je fais, ah bon? Eh ben je pars, c'est pas grave. On l'a fait avec Foucault, lui il était d'accord. Oh. Ce qui était totalement faux. Et là, Thierry Roland me regarde, les yeux dans les yeux, il me fait, Foucault a mis le costume. Je fais, Foucault a mis le costume. J'y ai, lui il a osé, parce que vous, je pensais que vous auriez plus de coronesses que ça, franchement, Thierry Roland. Mais je pars et je commence à partir avec le costume. Et il a fait, si Foucault a mis le castor, je mets le castor. Ce qui était totalement faux parce qu'évidemment personne ne l'avait fait avant. Il l'a fait, j'ai la vidéo et c'est la dernière vidéo qu'il ait faite parce qu'après il est décédé. Et ce qui est drôle, c'est que dans la même journée après, on a tourné Jean-Pierre Foucault et Foucault me fait, ah non, je fais pas ça, mais il l'a fait Roland, je fais oui. Et je lui dis, bah, je vous jure que c'est vrai. Et il me fait, ah ouais? Et t'as la vidéo? Et là, je me suis dit, imagine, ça aurait été l'inverse. J'aurais jamais pu montrer la vidéo parce qu'il ne Incroyable. l'avait pas fait. Et donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, il va quand même falloir un peu de punch dans ce métier et faire du. Voilà, essayer de. Un peu d'opportunisme. Oui, quand même. Ben oui, c'est la vérité. Parce que sinon, voilà, c'est un peu comme ça. En fait, ils sont tous un peu suiveurs. C'est un peu comme l'émission de télé, L'Instant de Luxe ou chez Jordan. Quand il y en a un gros qui le fait, toc, ils suivent derrière. Et pour finir l'histoire concernant ce parcours, eh bien, un jour, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, donc je donnais mon numéro de téléphone, je disais, ah, monsieur Foucault, voilà, si vous voulez m'appeler pour faire un stage, je serais ravi de vous suivre. Ou si vous cherchez quelqu'un pour faire le café, je suis là. Et un jour, je l'ai fait avec Laurent Artufel, qui à l'époque travaillait avec Jean-Marc Morandini. Et Laurent Artufel a une émission qui s'appelait Artufel Réveille Paris sur Voltage. Et je lui donne mon numéro de téléphone, comme avec tout le monde. Et avant l'été, il m'appelle, il me fait Jordan, mon Voltageman vient de me lâcher. Je dis, ah bon? Je dis, c'est quoi ça? C'est un mec qui va dans la rue, qui pose des questions et tout. Je fais, bah, tu veux que je vienne le faire? Il me dit, bah ouais, est-ce que tu serais d'accord? Je dis, mais écoute, me pose même Tout de pas la question. Je suite. sais même pas si c'est payé ou pas. Je viens, je cours. Et l'histoire est folle parce que j'ai fait un mois avec Laurent Artufel. Au bout d'un mois, j'ai eu un rendez-vous avec la direction. La direction m'a dit, Jordan, on va arrêter avec Laurent Artufel. Donc, je sais pas si vous imaginez, j'ai vécu un truc, l'horreur, Mm. parce que je devais pas lui dire en plus. Il me dit, on va remonter une équipe autour de toi. Tu devais aimer ma singularité ou je sais pas. Et en effet, on a remonté une équipe avec Séverine Ferrer, Greg Dimano, enfin bref. Et on a fait voilà, le 6-9 avec Jordan Deluxe, tout ça. Et il y a eu la création du nom.
Jordan Deluxe, parce qu'il fallait bien trouver un nom. Je n'étais pas encore Jordan Deluxe à ce Alors moment-là. pourquoi Deluxe justement? Ben, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une négociation contrat. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon Jordan, vous allez faire de la radio, voilà, donc hop, et on doit donner votre nom au générique, forcément. Ok. Et là, je me dis, ils avaient dans la tête de m'appeler Voltage Man. Encore. Ah, Et là, je me dis, non, mais attends, ça va me poursuivre toute ma vie, ça, pour Voltage Man. J'ai pas du tout envie d'avoir cette étiquette de Voltage Man. Et je lui dis au patron, je lui dis, écoutez, demain, on met à l'écrit le nom que vous me donnerez. Je vais en trouver un dans la nuit. ok. Parce que je voulais pas m'appeler. Déjà, je voulais pas m'appeler Jordan Guinel, c'est mon vrai nom de famille. Ah ouais. Ou Jordan Le Chaud, c'est le nom de ma mère. Parce que je me disais, bon, j'ai pas envie d'emmerder mes parents avec ça. Puis si je fais une connerie, une énormité un jour, j'ai pas envie que ça leur tombe dessus. Je pense Et un puis peu à tu la- voulais un nom d'artiste? Ah ouais, je voulais un truc un peu, tu vois, fun. Et donc, ce soir-là, je cherche, je trouve rien. Et j'ai une copine qui me dit, bah viens, on va aller dîner, on va aller dîner au McDo. Bah, c'était un peu jeune et tout. Bon, on va se faire ça, un petit McDo. On y va. Et là, je tombe sur une vendeuse qui me vend le burger comme si c'était voilà, un mec chez Guy Martin ou chez tu vois, une pâtisserie de Cédric Rollet, tu vois, des agrumes, tout ça. Et elle arrive, elle me fait. Et sinon, nous avons le dernier sandwich. Celui-ci, il est génial. Je me rappelle ces trois mots qui ça m'a fait rire, ça a fait tilt dans ma tête. Elle m'a dit, alors celui-ci, c'est le Royal de Luxe. C'est un best-seller. Il est pas cher et il est très populaire. Il restera toujours à la carte. Ah, je me Waouh. suis dit, alors ça, j'adore. Populaire, pas cher, restera Qui toujours à la, restera toujours toujours à la carte. Je me suis dit, mais j'aime bien. Elle me fait Deluxe, Deluxe. Et je me dis, Deluxe. Ah, si je mets une particule, ça fait Deluxe. Je dis, mais c'est ça que je veux, moi, comme nom de famille. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire Jordan Deluxe. Et le lendemain, avec le voltage, j'ai dit, bah, écoutez, à partir de la rentrée, je m'appellerai Jordan Deluxe. Mais je dis pas juste Jordan, hein. Vous direz juste Jordan Jordan Deluxe. Deluxe. Dans tout ce que je ferais. Et en effet, ça faisait Séverine Ferrer, Greg Dimano, Jordan Deluxe. Et puis après, il y a eu d'autres équipes qui ont suivi. Et voilà. Et à un moment, on a fait pratiquement 6 ans à la radio. 6 ans chez Voltage. Ouais. Et à un moment, il m'est arrivé un truc horrible. Pareil, je me rappelle, c'est un truc de ouf. Ça, c'est la pire trahison que j'ai eue en radio. J'ai ramené une fille que j'avais rencontrée, très gentille, d'ailleurs, une ancienne animatrice de Fun Radio, que j'ai présentée à la direction parce que je l'aimais bien en plus. Et alors, elle m'a trahi, mais une horreur, quoi. Je la présente pour qu'elle soit à la direction parce qu'il cherchait un directeur des programmes. Elle accepte le poste, elle les convainc et j'avais poussé derrière. Et j'apprends 6 mois plus tard qu'en fait, je suis pas à la rentrée dans l'émission parce qu'elle avait mis quelqu'un d'autre à ma place, sans me le dire, hein. Mmh. Mais ça, vous avez vraiment des ordures dans ce métier, hein. C'est un truc de ouf. Ah, il y a des gens, tu te rends compte, tu donnes la chance à quelqu'un, elle travaillait pas. Tu lui donnes sa chance et elle te squeeze. pourrit derrière. Et quand on est humaniste comme toi, parce que tu as vraiment. ça me rend fou. Et on se dit, mais comment est-ce Mais possible? comment on peut faire et un ça truc pareil? existe. Moi, j'ai jamais piqué la place de personne, hein. Jordan Dux, je n'avais pas avant. Enfin, je veux dire, Et comment j'essaye t'as pas d'être réagi à quelqu'un- ce moment-là? Ah, j'étais hystérique. Et en fait, il se trouve que j'étais très proche du patron Uh-huh. et que c'est un truc de ouf. J'avais. En fait, mon appartement, vous savez, les contrats en radio, c'est tous les ans un contrat l'un après l'autre. Et j'avais dit au patron, il s'appelle Jean-Éric Valli, j'avais dit, Jean-Éric, il faudrait, comment dire, que tu me signes un papier comme quoi tu me renouvelles bien à la rentrée. Mais avant cette histoire, avant que je sache, hein, parce que Je vais pas pouvoir récupérer mon appart. je vais pas pouvoir acheter mon suivre, appartement ouais. parce qu'ils veulent. Voilà. Et là, il me fait, mais bien sûr, il m'envoie le papier, et sauf qu'elle le savait pas, elle. Ah. Tu vois, bon, c'est ça qui est fou. Et donc, du coup, ils me font, bah, Jordan, ça va se terminer. J'ai fait, ah bah non, ça va pas se terminer parce que regardez. Et je leur remonte le papier. Et alors là, je pense que là, allez, c'est quoi? C'est des trucs de la vie qui arrivent. C'est fou, hein, tu vois, cette C'est histoire. fou. Et je me souviens, j'ai fait 1 an. Et à la Oui, mais c'est fou et en même temps, excuse-moi de t'interrompre, et que nos écouteurs nous entendent, Ouais. c'est-à-dire que tu as une telle énergie de créativité et tu es tout le temps en mouvement que ça fonctionne. Bah, ça a fonctionné cette histoire, ouais. Oui, tu vois, coup de bol. Et donc l'émission se termine, la saison se termine, et là, au moment où ça se termine, je me souviens, je vais voir le patron et je fais un coup de bluff. Je fais, bon, bah c'est bon, bah écoute, je vais faire Virgin à la rentrée. Puis alors, tu sais, ça, quand tu pars ailleurs, ils aiment pas ça. Ils se disent, oula, s'ils le prennent, c'est qu'il y a quelque chose. Il me dit, ah bon? Et je fais, bah oui, tu me donnes pas d'émission. Là, bon, pendant 1 an, j'ai fait des canulars et tout, mais bon, il me fait, ah bon, mais qu'est-ce que tu voudrais? Et puis d'un coup, il me fait, bon, bah dépêche-toi parce que je dois aller voir mon psy. Et je lui fais, ah ouais, tu vois un psy? Il me fait, bah oui, il est génial. Il a un truc qui s'appelle la dynamique émotionnelle, c'est qu'il répète des phrases, puis je vais mieux depuis des années. Et je lui dis, ah, ce serait bien une émission avec lui. Et puis il me fait, ah ouais, ça pourrait être pas mal. Et là, je me dis, je vais un peu le prendre à son propre jeu. Je fais, parce que, ouais, mais bon, laisse tomber, tu mettras ça jamais à l'antenne, puis il faudrait que ça soit validé par la direction. Et puis il me fait, mais tu rigoles, c'est moi le PDG du groupe. Il me fait, oui, mais bon, est-ce que tu. Il me fait, tu seras à la rentrée avec une émission avec mon psy. Je m'en occupe cet après-midi. On m'appelle le lendemain, on me dit, Jordan, tu veux récupérer une émission de psychologie? Et on a fait 1 an avec cette émission, qui s'appelait Tout peut arriver avec le docteur Étienne, que je salue d'ailleurs. Et
à la fin de cette saison, je fais à Jean-Éric, je fais est-ce que tu pourrais me faire un petit plaisir et me donner 1 heure d'antenne en plus et je fais vraiment ce que je veux. Et il m'a dit écoute, tu fais 20h, 22h et 22h, 23h, tu fais ce que tu veux, t'invites qui tu veux. Et là, j'ai invité des personnalités que j'avais dans ce fameux carnet, ce listing. Et donc, un des premiers, c'était Pierre-Jean Chalençon. D'accord. Je l'invite et je lui pose des questions, machin. Et je vais être honnête avec vous, c'était pas bien, mais on les faisait picoler, les invités. C'est-à-dire, quand ils arrivaient, je me rappelle, j'ai des scènes avec Chantal Ici, là-dessous. on parle vrai. Ah bah oui, on dit parle tout. vrai. On les faisait picoler, c'est-à-dire qu'on arrivait, j'avais même décroché, j'étais très copain avec le patron, je dis fais-moi une enveloppe pour la boisson. On avait mais tout, du vin, quand on invitait Picard, il y avait tout. Hein. Mais tous les invités, franchement, tous les invités aiment bien boire un petit verre. Il faut savoir que c'était 22h, un peu fatigué, tout ça. Et donc, du coup, vers 22h30, avant la 23h, ça commençait à lâcher des dossiers, tu vois, c'est le truc de ouf. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé vraiment à avoir des infos. C'est là où vraiment ça a commencé. Et c'est là où tu as réalisé que la méthode pour avoir... Alors la méthode, c'était un peu ça pour les désinhiber. Et après, en vrai, je me suis dit, mais comment ça se confie? Et je me souviens un jour, je dis à Chalençon, Jean Chalençon qui était sur Affaires conclues en pleine explosion. Mais alors, vous gagnez combien sur Affaires conclues? C'est ça, l'argent m'a toujours fasciné. Et parce que mes parents sont modestes et donc du coup, j'avais toujours l'argent, ça me fascinait, le luxe, tout ça. Et il me fait, oh bah je gagne 1 500 € par émission, mais c'est rien. Je me dis, mais dans ma tête, je me dis, c'est énorme. Je dis, 1 500 €, c'est ce que doit gagner mon père, tu vois, par mois. Ouais. Et je fais, ah bon? Je dis, mais c'est-à-dire, je lui dis, mais. Et il fait, bah oui, franchement, parce que vous connaissez Chalençon. Oh non, non, mais non, c'est vraiment trop petit. Moi, je peux pas vivre avec ça. Et là, j'ai un copain qui me fait, Jordan, t'as qu'à envoyer ça à Télé Loisirs, à Jean-Marc Morandini et compagnie, parce que ils vont reprendre ça. Et moi, j'étais persuadé qu'ils reprendraient de manière naturelle, parce que dans ta tête, quand t'as une émission de radio, on reprend. Mais non, en fait, faut envoyer les extraits. Et là, j'ai envoyé à Jean-Marc Morandini, Télé Loisirs, tout ça. Et le lendemain, une pluie d'articles. Et c'est là qu'on a commencé un peu à parler d'argent. À chaque fois dans l'émission, j'en ai fait un peu mon truc, quoi. Ouais. Et c'est là où Jean-Marc Morandini, et là on arrive à la fin de mon histoire, hein, parce que c'est vraiment, j'essaie de tout vous détailler pour que vous compreniez le parcours. Jean-Marc Morandini m'appelle un jour parce que j'avais fait plein d'articles et je lui envoyais toujours des extraits, je posais toujours cette question aux invités. Et il me dit, Jordan, viens sur le plateau un jour, faut qu'on parle tous les deux. On va sur le plateau, je viens le voir sur le plateau fond vert, là où il fait Morandini Live sur CNews. Et ça dure 5 minutes. Hein. Il dit, Jordan, tu veux faire de la télé avec moi? Je fais, Jean-Marc, bien sûr. Il me fait demain rendez-vous avec Hugues Dangy, le patron de Non-Stop People. Et là, c'est créé l'instant de luxe qu'on a mis à l'antenne grâce à Jean-Marc Morandini qui était que tu regardais petit à la télévision, c'est formidable. Voilà, et qui reprenait mes articles du coup, et donc il s'est dit ah putain lui il cherche des trucs. On a fait l'instant de luxe avec des cases, donc je reprenais juste les cases les plus importantes, c'est-à-dire si on fait Soledad Franco, on lui demandait mais on gagne combien quand on s'appelle Soledad Franco, quand on dirige casting.fr, ce genre de trucs, tu vois, donc la case argent, la case machin qu'on avait tout préparé à l'avance, la case joker qui était en fait une fausse case pour poser des questions que l'invité avait pas envie. Et puis ça a duré quelques années. Non-Stop s'est éteint. Et quand s'est éteint, Téléstar est venu me chercher, un super mec qui s'appelle Anatole, qui s'occupait de recruter du monde et puis de faire de la vue, des images sur Téléstar. Et on a récupéré l'instant de luxe. Anatole, on a monté une boîte ensemble qui s'appelle Deluxe Productions avec un troisième associé qui s'appelle Pascal. Et là, pendant 4 mois, on a fait l'instant de luxe et Télé Loisirs est venu me chercher. Télé Loisirs a dit bah écoute, on peut pas reprendre l'instant de luxe parce que c'est une marque qui appartient à Non-Stop, mais par contre on pourrait faire une autre émission à la rentrée. Et est né chez Jordan. Ça c'était il y a pratiquement 12 mois. L'émission a fait 12 mois. Pendant tout ce temps-là, sur chez Jordan Télé Loisirs, beaucoup de reprises parce qu'évidemment c'était Télé Loisirs qui envoyait les extraits. Et remarqué par Cyril du coup des messages, j'ai fait un petit peu de TPMP, tout ça parce que c'est monté gentiment. Et c'est un des plus beaux jours de ma vie, voire le plus beau jour de ma vie. On arrive un dimanche l'été dernier. Cyril Hanouna m'appelle, 9h du matin, un dimanche matin. Salut mon chéri, comment ça va? Cyril Hanouna qui est exactement, mais c'est un truc de ouf, je viens de passer 2 jours avec lui là en Suisse. Il est exactement dans la vie comme il est à la télé. C'est un truc de ouf. C'est un fou. C'est un enfant, je sais pas, c'est un surdoué, c'est un extraterrestre. Et il m'appelle, il fait ah, t'as ton nœud papillon? Il cherche même pas, ça va, t'as un nœud papillon pour la rentrée? Je dis bah oui, il fait ah bah c'est bien mon chéri, bah Franck Capito va t'appeler demain, on a une petite discussion, tu vas faire l'émission à la rentrée, tu vas venir faire ton émission le matin. Et alors là, j'ai encore un mystère pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, les discussions. Et Franck Capito m'appelle, même dans l'après-midi, il me dit Jordan, c'est Franck Capito. Alors là, je me dis Franck Capito, patron de C8, mais quelle folie quoi. Et il me propose l'émission, il me dit ce que tu veux faire à la rentrée, je dis mais bien sûr, je vous suis quoi.
Et chez Jordan est arrivé sur C8. Voilà. Et la suite, vous la connaissez. Quand je t'ai rencontré en 2004-2005, tu avais déjà ton nœud papillon, Ouais. tu avais déjà ton costume. Oui, parce que c'était Voltage. Ouais. C'était, et tu l'avais pensé déjà, tu l'avais visualisé, tout ce que tu vis aujourd'hui. D'après toi, c'est grâce à quoi? Ton talent, évidemment. Non, je pense qu'il y a une singularité, peut-être du fait qu'en effet, il y a le nœud papillon, il joue pour beaucoup, parce que les gens aiment bien le personnage, ça m'amuse toujours. Alors, ce personnage, je l'ai, parce que Jordan Deluxe, d'accord, mais alors l'auteur du nœud papillon, c'est vraiment De Fontenay, parce que moi, comme j'étais tout souvent avec De Fontenay, quand j'allais la voir, en fait, je la voyais tout en costume. Et c'est vrai que et je me disais, tout le monde la reconnaît, c'est fou. Je dis, moi aussi, je veux mon truc. Et j'adorais les persos, genre Bogdanov, De Fontenay, Lagarfeld, tout ça, qui ont des éléments. Alors, eux, c'était pas vestimentaire, les Bogdanov, mais bon, c'était physique, on va dire. Mais voilà, Lagarfeld et son grand col. Et moi, je me suis dit, il faut que je me trouve mon truc. Et je réfléchissais, mais qu'est-ce qui pourrait marcher? Et ce que j'aimais bien, c'est l'ancienne télé, tu vois, avec les gens qui venaient en cravate, machin. Et puis le festival de Cannes, ça m'a toujours fasciné. L'élégance, tu vois. Et je me suis dit, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un nœud papillon. Parce que le nœud papillon, on le met une fois dans l'année en vrai. On le met au Nouvel An. Le 31. Et puis on le met au Festival de Cannes, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le mettre à chaque émission. Parce qu'en vrai, c'est plutôt élégant et tout. Et c'est comme ça que c'est né. Et je me suis dit, tiens, le X, ça fait un peu un nœud papillon. Donc, ça fera le X de Jordan Deluxe. Et c'est comme ça que c'est né, en fait, tout simplement. Chez Jordan, tu reçois des personnalités éclectiques. Alors, Mélanite, Simon Castaldi, mais surtout des personnalités telles que Philippe Bouvard, Frédéric Mitterrand, les Balkany. Non, mais là, tu nous as sciés. Comment tu les fais venir à toi? Mais vous savez que je me pose la question parce que, alors déjà, on fait tout seul. Je suis accompagné de Léa qui travaille très bien avec moi et qui s'occupe aussi de la programmation. Mais c'est vrai que pour la plupart, les gros, entre guillemets, je les appelle en direct. Je passe jamais par les attachés de presse parce que sinon, ils m'envoient personne. Petit clin d'œil que je fais à chaque fois, mais c'est la vérité, de toute façon, parce que ils ont peur de les envoyer chez moi, en fait. Parce que comme ils disent des trucs. Alors après, ça fait des histoires pas possibles, mais bon, en même temps, c'est aussi ça qui fait la réputation de l'émission. Puis je suis content de cette singularité. Nouvelle fois, ce sera le mot de l'interview, je crois, la singularité. Mais en gros, je les appelle et je leur dis que je les aime. Alors des fois, ça peut les étonner, mais c'est une vérité pour la plupart. Et puis, je leur dis j'ai envie de les avoir. C'est souvent, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, pour que Laurence Boccolini vienne là, pour la dernière, qui était diffusée le vendredi il y a quelques semaines, c'est pratiquement un an où je lui envoie des messages, je lui dis on pourrait faire les... Et au bout d'un moment de temps, ils se disent bon allez c'est bon j'y vais. Mais c'est déjà jamais lâché. Parce que si vous voulez quelqu'un, il faut jamais lâcher. Sinon ça marche pas. Philippe Bouvard, ça a été beaucoup de temps. Parce qu'il faut récupérer les numéros de téléphone, c'est ça qui est dur. Et voilà. Mais personnes âgées c'est plus facile quand même. Parce que bon ils ont du temps, tout ça. Philippe Bouvard on a été le tourner à Cannes. Mais c'est beaucoup leur parler. Prendre du temps, leur dire que c'est pas un piège, que s'ils disent quelque chose, maintenant ils connaissent l'émission, donc c'est des fois plus dur, des fois c'est plus facile. Il y en a qui viennent aussi d'eux-mêmes. Catherine Lara, elle est venue d'elle-même. C'est un ami qui s'appelle François Rossi qui s'en occupe, qui m'a dit ouais, mais elle aime bien ton émission. Elle est venue parler pour la première fois de son ami Pierre Palmade, raconter qui il était. Enfin, il arrive des choses bouleversantes, comme Romain Cerda qui s'est mis à pleurer en parlant de ce mec qui lui avait tapé dessus. Enfin, moi je suis content, ça sert des causes. Souvent on m'accuse de chercher le sensationnel. Mais bien sûr, je cherche le sensationnel. Bien sûr, je cherche de l'émotion. Je cherche à ce qu'il se passe quelque chose. Ce serait vraiment faux cul de dire bah non. Est-ce que c'est du sensationnel ou justement parler vrai? Lorsque ici, à ce micro, tu oses raconter tout ton parcours balancé et raconter un fait réel, est-ce qu'il n'est pas urgent en 2023 de parler vrai, de parler de cette jeunesse, justement, l'harcèlement? Est-ce que ce serait pas justement ta marque de fabrique? Ouais, si ça peut servir un petit peu modestement, c'est top quoi. Parce que souvent les gens m'envoient des messages en me disant ah bah oui moi aussi j'aimerais bien faire de la télé. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Mais il faut avoir cette rage en soi. Peut-être que c'est grâce à ça aussi. Alors justement, comment on fait pour se lancer? Si demain quelqu'un nous écoute et veut devenir animateur, d'après toi, quel parcours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, c'est possible pour tout le monde. Parce que je ne suis personne. On est tous personne et à la fois quelqu'un. Il suffit sincèrement, vraiment avoir envie, déjà c'est très important parce qu'ils vont le sentir, si vous n'avez pas envie, voilà, de ne pas avoir les dents qui rayent le parquet, parce que sinon vous allez vous faire, ça va être très vite, parce que dès que vous montez, c'est un entonoir, ça fuse de partout, ça fusille, à balles réelles, c'est violent quand même, c'est un métier J'allais te demander agressif, justement, c'est pas facile, mais ce qu'il faut faire quand on commence, c'est faire des stages dans des petites boîtes. Énergie 12 à l'époque, c'était c'était pas mal, ou une grosse boîte mais dans un petit endroit, un petit poste machin. Et après c'est un petit peu le jeu du serpent, c'est-à-dire vous faufilez
Et le top, c'est vraiment le stage. Vous avez fait un stage chez TF1 ou vous faites un stage chez, je sais pas, même une petite boîte, une petite radio, tout ça. C'est très très bien. Parce que vous allez apprendre, vous allez voir comment ça se passe, découvrir comment une émission fonctionne. Et c'est là que vous allez avancer. Moi, je me rappelle, je ne savais pas du tout ce que c'était la production avant. Oh, comment on faisait une émission de télé, par qui ça passe. Il y a beaucoup aussi de gens qui vont. C'est des familles, hein. C'est des familles. Vous avez la famille Arthur, la famille Hanouna. C'est deux familles différentes, hein. C'est vrai, hein. Faut choisir son camp. C'est les gens qui. Moi, Cyril. Vous voyez, il y a des groupes de personnes qui sont ensemble. Cyril, Jean-Marc Morandini, bah, c'est des groupes après, le groupe Canal+. Voilà, on se sent aller d'un côté ou plus de l'autre. Moi, j'ai jamais. C'est vrai qu'Arthur, j'ai jamais été. Voilà, j'ai eu de rapport avec eux. J'ai dû le rencontrer une fois dans ma vie, un dîner. Donc voilà, moi, ça a été Cyril qui m'a fait confiance. Cyril Hanouna, puisque je te connais depuis très longtemps, c'était ton rêve. Ah bah oui, ça c'était le rêve, faire TPMP. Je me souviens quand j'ai fait ça fait déjà 10 ans. Ouais, 10 ans, bah ouais, j'y pensais, hein, bien sûr. Bah, c'est le Graal, parce que tu te dis, moi, et là, être invité en tant qu'animateur et pas chroniqueur, à côté de lui, quand il me dit alors, t'as eu ça, il y a une polémique dans ton émission, ça me fait rire. On a appelé Jordan Deluxe et tout, ça me fait rire. Je me dis, mais quelle folie, quoi. Je ne crois pas à tout ce qui se passe encore aujourd'hui, hein, sincèrement. C'est une modeste émission. Et voilà, on fait parler de nous et je suis très content. Mais encore une fois, j'ai toujours l'impression d'être ce gamin. C'est pour ça que je suis très étonné. Je vois des invités, quand je les vois, je me dis, mais il est venu, comment ça se fait qu'il est venu? Je suis sûr, quand j'ai fait Laurence Boccolini la dernière fois, même quand elle m'envoie un message ou quand je reçois un message de Cyril Hanouna, je fais, putain, c'est un message de Cyril Hanouna. Ça m'arrive des fois avec des potes, je leur dis, regarde, c'est Hanouna qui vient de m'envoyer un message. Et ils me font, bah Jordan, c'est normal, je travaille avec lui. Je me dis, mais tu es Jordan Deluxe. Tu te rends compte? Tu te rends compte, c'est sûr. Quelle personnalité t'a le plus marqué dans la rencontre, dans l'interview? J'ai bien aimé Anne-Claire Coudray. J'ai trouvé d'une extrême élégance, très gentille. Boccolini, number one. Gentillesse. La première fois que je l'ai rencontrée. Bon, déjà, il y a le côté maillon faible, tout ça, j'adore. Tu vois, elle a un côté très culte. Et comment dire, je me souviens que l'émission a été cassée. Enfin, elle avait été. Ça n'avait pas marché. Elle est revenue une semaine après. Alors que franchement, à l'époque, en vrai, en plus, j'étais vraiment pas du tout très peu à l'antenne. Enfin, je commençais. Muriel Robin, ça m'a beaucoup touché aussi parce que bon, tu vois Muriel Robin qui débarque. Tu te dis, waouh, c'est quand même du lourd. Jacques Attali, ça m'a fait quelque chose parce que Jacques Attali, c'est l'éminence, c'est quelque chose. Bec BD qui vient aussi, ça m'a beaucoup touché. Et je terminerai quand même par Bouvard parce que Philippe Bouvard, voilà, déjà le voir, c'est vrai qu'il est. C'était extrêmement touchant. Ouais, il était touchant. Ouais. On sent quand même lui faire écouter le générique des grosses têtes, tout ça, voir son émotion à travers ses yeux. C'était quelque chose de très très touchant. Ouais, et l'impression de comme une génération se dire. C'est vrai que quand je reçois beaucoup de personnes qui ont pas mal de bouteilles, j'aime bien ça parce que ce sont des gens qui ont des vraies choses à dire. Et c'est vrai que je regarde, je me dis, oh là là, ce mec-là, quand il va disparaître, il va emmener avec lui une partie de la télé, quoi. Ouais. Drucker, quand je l'ai reçu aussi. Ça a été quelque chose, Drucker. Ouais, je me souviens, il est très fidèle. Il m'a invité sur le canapé rouge où on a fait l'émission, pas Vivement Dimanche, mais la mienne, mais on l'a fait sur le canapé rouge. C'est des gens. Ouais, important. Et c'est un sacré pari que de mettre des personnes âgées à l'antenne. Ah, on savait pas ça au début. C'est absolument fabuleux. Ouais, parce qu'on a pris une case à 8000 à peu près le matin, donc 8000 personnes qui regardent. Et on a réussi à faire quelques records à 100 000, donc on a dû en faire 5 à 100 000. Donc ça, c'est top. Il y a vraiment des gens qui aiment bien revoir. Et on s'est mis là-dedans, en fait, tout simplement, parce que en fait, c'était mon carnet d'adresse, en vrai. Hein. Et oui, comme je disais, il date d'Interville. Ouais. Donc, c'est voilà, un peu de tout, des Thierry Beccaro, un peu de tout. Et en fait, en vrai, ouais, ça fonctionne parce que vraiment, on va prendre autant un Bruno Monro qui a fait La Nouvelle Star, mais qui va dévoiler qu'il a été en couple avec Christophe Willem, que une Affida Turner qui sort du trou avec de la fumée, voilà, qu'une Muriel Robin, qu'un Jacques Attali, qu'un Frédéric Becbédé. C'est ça le but, c'est d'avoir une mouvance et surtout une énorme ouverture d'esprit sur les invités, tout du moins. Quel regard tu portes sur des gens comme Nathalie Andréani que tu as reçu, comme Simon Castaldi? Est-ce que cette génération-là te touche? Qu'est-ce que tu as c'est-à-dire que j'ai plus de mal. En fait, Simon Castaldi. J'ai plus de mal à interviewer Nathalie Andréani que Simon Castaldi. Parce que Simon Castaldi, en fait, il y a un truc, c'est que le nom de famille est très, très puissant. Et d'ailleurs, l'émission a bien marché, et je m'en doute. Parce qu'en général, TRT, ça marche pas des masses, c'est moi. Mais ça fait beaucoup de reprises, donc on le fait quand même. Puis on veut aller un peu partout. Mais Simon Castaldi, je savais que ça marcherait parce que
la famille Castaldi. C'est vraiment à chaque fois c'est gagnant quoi. C'est que ce soit Aurore Castaldi, Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi, Simon Castaldi, Julien Castaldi. C'est une famille vraiment. J'aime bien cette famille quoi. Ils sont très fidèles, ils viennent toujours et c'est un clan et c'est l'histoire de la télé hein, sûrement jusqu'à Simone Signoret tout ça. J'aimerais qu'en général j'ai plus de mal à les interviews parce qu'ils sont plus jeunes. Mais lui en l'occurrence, là où ça marche bien avec Simon Castaldi, c'est quand on parle du papa parce que ça a été compliqué. Il a eu du mal avec lui. Benjamin n'a pas été très présent. Il s'en est voulu après. Il a essayé de rattraper l'histoire. Donc c'est touchant. Voilà. Donc on apprend aussi que voilà, c'est pas forcément facile d'être le fils d'une personnalité, ce que je pensais moi facile au début. Puis c'est vrai que j'apprends des fois, je prends aussi des claques hein, dans les interviews. Nathalie Andréani, c'est plus compliqué parce que là on est dans un truc un peu voilà, elle est passée de la télé maintenant elle fait du X. Bon, je suis pas hyper à l'aise là-dessus, mais après j'aime bien les interviewer aussi, j'apprends de nouvelles choses. Mais c'est sûr qu'à côté d'un Philippe Bouvard, c'est-à-dire que Philippe Bouvard, là, je fais l'émission, je dis, mais mon Dieu, je vais jamais avoir de temps. Je me pose moins la question sur Nathalie Andrani, mais je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas les mêmes parcours. On peut pas Tu comparer. as été en analyse ou tu as déjà fait une psychanalyse? Mais jamais, quelque chose jamais. On m'a souvent dit, faut que tu le fasses. Et je l'ai Non, jamais je fait. pense, non, en tout cas, tu poses les bonnes questions comme si tu étais toi-même. Peut-être que c'est ces années Mais non, mais en fait, d'antenne ouais, non, à côté de. En fait, je pose la question, je vais vous dire, les questions que je pose en interview, souvent, en vrai, je pose des questions que ma mère se posait quand elle regardait la télé avec moi. Parce que souvent, il y a des trucs à la con, mais genre les coupes de cheveux, ou elle regardait avec Claire Coudray, je me souviens, elle me fait oh, mais qu'est-ce qu'elle est bien coiffée, mais c'est comment elle arrive à faire ses traits et tout. Et j'ai encore ça en tête. Et quand j'ai reçu avec Claire Coudray, un truc à la con, je l'avais mis dans la question de Joker. Ah, mais alors c'est quoi cette coupe de cheveux? Vous avez un truc? Et c'est vrai que des fois on me dit ouais, c'est une question stupide. Je dis bah non, parce que ma mère se la posait, donc je suis sûr que des tas de femmes, on appelle ça les ménagères, se posent cette question de dire comment elle arrive à faire ses traits toujours impeccables? Et elle dit oui, c'est parce que j'ai un peigne particulier et tout. Donc et ça intéresse les gens. Je pense Tu qu'en vrai, oses ouais. intuitivement. En fait, j'aime bien, tu vois, me poser la question là sur Coudray, c'est pareil. Moi, ma mère, je me souviens que quand elle a pris la place de Claire Chazal, elle m'a dit oh là là, ça a dû être quelque chose le passage. Oh, ils en parlent pas, mais et c'est vrai que ça aussitôt, pareil, je me suis dit mais comment elle l'a pris? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Claire Chazal? Parce que c'était quand même une entité de la télé, Claire Chazal. Donc c'est des questions un peu que mes parents se posaient là, et donc du coup je me les pose toujours. Et c'est ce que je dis, le jour où je me poserai plus ces questions que j'avais quand j'étais petit et que tout ça sera devenu normal pour moi, ce jour-là j'arrêterai parce que ça n'aura plus aucun intérêt. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 13 ans aujourd'hui, à ce Jordan? Je dirais, fais pas la bêtise que t'as dans la tête. Parce que ça dépend à quel moment de ma vie je me dis, mais voilà. Et je dirais, euh, écoute, cette voyante qui t'avait dit un jour, je me souviens très bien, non, ce voyant que j'avais croisé un jour dans un restaurant à Paris qui m'avait dit. C'était une histoire très très drôle. J'étais avec Affida Turner parce qu'on avait fait une émission, un truc complètement fou. Je venais un peu de commencer les médias et il passe un mec qui passe devant moi, très bizarre. Et il me tient la main, comme ça, il prend la main comme ça, il me serre la main et il fait à son pote, il fait alors lui, tu vas voir, il va avoir un parcours étonnant. Je me souviendrai toute ma vie de ça m'est resté. Et il repart. Et je me suis un peu accroché à ça aussi. Et j'ai un peu ce culot. Je me suis dit, bah, ça se trouve, il a raison. Tu vois, pourquoi il m'arrêterait, il me dirait ça? Il me dit, tu verras, il fera des trucs de fou celui-là. Et j'étais trop content. Et On y voilà. croit tellement. On y croit, voilà. Je dirais à cet enfant, fais pas la bêtise que t'as dans la tête. Et je suis content parce que je l'ai pas fait. Et voilà, je dirais aux autres enfants, s'ils m'écoutent, c'est ça aussi. Ce garçon qui vous parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est faites pas la bêtise si vous l'avez en tête. Mais par contre, mettez-vous dans ce que vous avez envie de faire. Et si c'est la télé, allez-y. Poussez les portes parce que ça marchera. Si vous avez votre place à faire, ça marchera. Et le destin fait les choses. Et le destin fait les choses. Croyez en vous. Ah, il faut croire en soi. Avec sinon, audace. Voilà, si vous avez des doutes sur qui vous êtes, c'est pas grave. Il suffit de se faire un petit peu aider et puis ça monte. Il y a toujours un ami, quelqu'un qui est proche de vous. Et si vous êtes tout seul, eh bien, pensez à quelque chose qui compte pour vous. Ça peut être tout. Ça peut être l'art, ça peut être le sport. Il y en a beaucoup qui passent leur temps dans les salles de musculation. Bah, c'est leur truc à eux. C'est bien. Voilà. Le mouvement. Le mouvement, c'est l'envie d'être. Voilà. Et pensez toujours à demain. Voilà. Présent et demain. Et voilà. Cyril Hanouna, Lionel Sane, il vous dira, c'est le patron d'H2O, si il vous parle de Cyril Hanouna, il dira le passé pour Cyril, c'était il y a 1 minute, et le présent, c'est maintenant, et le futur, c'est dans 2 minutes. Il voit très peu, il fait tout à l'instant. Voilà, ici et maintenant. Et c'est un peu ça, ces histoires de Laurent Baffy, cette phrase que vous allez dire qui va faire que hop, il va se dire, tiens, hop, ce moment que là, tu rencontres quelqu'un qui fait, ah ouais, ok, bon, bah moi, je voudrais faire ça. Thierry Roland, tu veux pas faire l'émission? Eh ben très bien, machin l'a fait. Ah bon? Vous posez pas de questions des fois. Et puis, un peu de bluff dans votre vie, ça marche aussi. C'est important. Ça permet de, hop, puis qu'est-ce que vous risquez?
De toute façon, On sincèrement. risque pas On grand-chose. risque pas grand-chose. Hein. Au mieux de réussir. Oh, vous risquez au mieux de réussir. Et puis au pire, vous prendrez une claque. Mais bon, ça tue pas grand monde, une claque. Voilà. Merci Jordan pour ce merveilleux moment. Merci, On je se crois que retrouve c'est à la rentrée. l'interview où j'ai dit plus de choses. Je me suis senti plus à l'aise tout du moins. Donc merci beaucoup pour ce Merci moment. Jordan. Voilà, je remercie ta charmante équipe qui est venue aussi et qui nous a accompagnés pendant cette émission. Et à toi aussi, parce qu'on était la première interview il y a quelques années. Mais donc, oui, en voilà. 2014, la toute première. Voilà. Merci Donc, Jordan. Et je te félicite aussi parce que tu as plein de choses et tu Ça y est, il va m'interviewer. Alors on gagne combien quand on s'appelle Soledad? Invite-moi sur ton plateau. Ah d'accord. Eh bien, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances Jordan. Allez. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao.